bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour faire le point sur tous les livres que j'ai lus cet été, donc au mois de juillet et au mois d'août. Pour ces 2 mois, j'ai lu 14 livres, ce qui est plutôt pas mal, mais c'est vrai que comparé aux autres étés, j'ai lu beaucoup moins que d'habitude, notamment parce que j'ai beaucoup passé de temps en famille et surtout, je dois l'admettre, avec ma petite nièce qui va avoir 3 ans. Donc du coup, j'étais pas mal occupée et du coup, c'est vrai que la lecture passait un tout petit peu au second plan. Mais bon, je suis quand même très contente d'avoir liquidé 14 livres de ma pile à lire, franchement. C'est fait, il n'y a plus qu'à. Maintenant, je vais vous les présenter. Comme ça, au moins, je pourrai les ranger tranquillement dans ma bibliothèque avec l'esprit tranquille. Comme toujours, si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, ça me fera très plaisir et je vous en remercie d'avance. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire en me disant, vous, combien de livres vous avez lu cet été? Est-ce que vous avez eu un rythme assez intense du fait que potentiellement vous étiez en vacances, ou au contraire, est-ce que peut-être parce que vous étiez en vacances ou pas, ou que vous travaillez, je sais pas, vous avez peut-être un peu moins lu, la lecture était passée un peu comme moi au second plan. Évidemment, je n'oublie pas les plus timides d'entre vous qui n'osent pas me laisser de petits commentaires, il n'y a aucun souci. Si vous voulez quand même me dire que vous êtes passé par là, me faire un petit coucou, vous n'avez qu'à me laisser un petit emoji écureuil parce que c'est le mois de septembre. Pour moi, c'est l'automne malgré la chaleur intense de la journée et le grand soleil, c'est pas grave. J'ai décidé que c'était l'automne, donc n'hésitez pas à me mettre des petits écureuils tout mignons. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça prend 1 seconde, c'est gratuit et ça permet de me soutenir. Je me permets aussi de repréciser que j'ai aussi un Patreon, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Alors là par contre c'est du contenu payant, mais il y a notamment des vidéos exclusives et vous avez plein de contreparties. Si jamais vous voulez me soutenir sur cette plateforme là, n'hésitez pas, ça me fera aussi très plaisir. Bon, alors dans les 14 livres que j'ai lus, il faut admettre que j'ai lu quand même pas mal de duologies, donc en fait j'ai validé plein de sagas d'un coup et je pense que je vais vous présenter les duologies ensemble. Ça sera beaucoup plus simple que de faire un livre, un tome, parce que les tomes 2 en plus, bon, on sait ce que c'est. Donc je pense que je vais vous présenter les duologies ensemble. Et justement, en parlant d'une duologie, je vais commencer avec la duologie de perles et de corail de Mara Rutherford que j'ai lu au mois de juillet. Là pour le coup, c'était une lecture commune que j'avais organisée sur le Discord des Doudous Anonymes. D'ailleurs, n'hésitez pas à y aller, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Il y a une lecture commune tous les mois et parfois il y en a une bonus en plus quand on commence des sagas notamment. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs pour cette duologie, c'est-à-dire que le tome 1 était la lecture commune du mois de juillet et puis j'avais le tome 2 dans ma pile à lire et c'était une simple duologie et du coup j'ai proposé à ceux et celles qui avaient participé à la limite de faire une lecture commune bonus sur un salon secret pour pas embêter qui que ce soit avec les notifications. Et donc du coup nous avons lu le tome 1 et nous avons lu aussi le tome 2 durant ce mois de juillet. Par rapport à cette histoire, c'est un roman de fantasy young adulte. Je précise bien que c'est très young adulte, adolescent en fait, où nous allons suivre finalement une héroïne qui s'appelle Nor, qui vient d'une petite île sur Pilori en plein milieu de l'océan, une île un petit peu perdue, ils sont un petit peu reclus en fait ces personnes-là. C'est l'île de Varenia et en fait il y a une tradition qui dit que le prince de la terre ferme doit toujours avoir pour princesse et donc future épouse une jeune fille qui vient de Varenia et généralement la plus belle fille. Voilà, c'est une coutume qui est là depuis des siècles et des siècles et pour la génération de Nor, tout le monde sait que c'est Zadie qui va être sélectionnée. Zadie étant la sœur jumelle en fait de Nor et Nor sait pertinemment que elle ne pourra jamais être sélectionnée parce qu'en fait elle a sauvé la vie de sa sœur jumelle quand elles étaient un tout petit peu plus jeunes et du coup ça lui a laissé une petite balafre sur le visage et du fait de cette cicatrice elle est considérée comme étant beaucoup moins jolie et donc pas du tout sélective on va dire pour devenir la princesse en fait. Nor ça la dégoûte un petit peu parce qu'elle rêve d'aller sur cette terre ferme, elle en a marre en fait de vivre complètement en plein milieu de l'océan même si le cadre est très beau, surtout qu'en plus ils meurent de faim, ils mangent pas comme il faut, ils ont très peu de ressources, les maisons sont très petites, c'est pas une vie très facile en fait, donc c'est vrai qu'elle a cette aspiration de se dire waouh, je suis sûre que la vie sur terre est beaucoup plus sympa et en plus il y a tellement de choses à voir, il y a tellement de voyages à faire, d'aliments à goûter que du coup c'est sûr que ça doit être sensationnel. Et de l'autre côté nous avons donc Zadie qui est sa sœur jumelle qui elle est amoureuse d'un garçon à Varenia et en plus elle ne veut pas partir, c'est pas du tout le but, elle aime sa vie telle qu'elle est, elle veut rester avec ses parents et il va se passer quelque chose en fait
qui va faire que Nor et Zadie eh bien, vont un peu échanger leur rôle, un peu dans la sauce de Anou 4, si vous connaissez ce film qui a bercé mon enfance personnellement. C'est un petit peu ce qu'elles vont faire, elles vont du coup inverser leur rôle et du coup eh bien c'est Nor qui va partir pour la Terre Femme afin d'épouser le prince et Zadie qui va rester. Malgré les petites précisions que je vous ai dit par rapport à Zadie, nous allons absolument pas suivre son point de vue, pas une seule fois durant le roman, et j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage. À mon sens, je pense que ça aurait pu un petit peu dynamiser le roman et surtout avoir d'autres points de vue en fait et suivre une autre héroïne qui est complètement à l'opposé de celle qu'on suit. Nor n'est pas franchement désagréable à suivre, c'est pas trop ça le problème, simplement j'aurais vraiment aimé en fait qu'on ait deux points de vue avec ce qui se passe sur Varinja et ce qui se passe du coup sur la terre ferme avec Nor, et du coup j'ai juste trouvé ça un petit peu dommage qu'on n'ait pas du coup ces deux points de vue là, un petit peu comme dans Souveraine de Laura Sebastian que j'ai lu l'année dernière où on a des triplettes en fait et on va suivre les trois sœurs, et c'est vrai que c'était beaucoup plus sympa parce que du coup on suivait les aventures de chacune des sœurs. C'est un petit peu dommage, c'est un petit peu un regret que j'ai eu dans ce roman là, mais bon après c'était pas non plus une mauvaise lecture. Malheureusement pour moi, eh bien j'ai misé sur le mauvais cheval encore une fois par rapport à la romance, voilà. J'ai cru qu'il y aurait un petit triangle amoureux certes qui est apparu au début du roman, mais finalement ça s'est vite éclairci on va dire, et j'ai encore misé sur le mauvais cheval, voilà. De toute manière je mise toujours sur les mauvais garçons, c'est une habitude chez moi, voilà. Si toi aussi tu es dans mon cas, eh bien n'hésite pas à me le faire savoir parce que je me sens brutalement seule quand ça m'arrive, c'est terrible. Ce que je peux te dire de cette duologie, c'est que le premier tome était plutôt convaincant, j'ai bien aimé, surtout qu'en fait on va se rendre compte que le prince auquel elle va être fiancée est plutôt cruel, les conditions aussi de vie sont pas du tout ce qu'elle pensait, et en fait elle va être enfermée dans une espèce de grande montagne qui sert de château où il fait très sombre, il n'y a pas de lumière du jour, ils ne sortent jamais en fait ces gens là, et du coup eh bien jamais elle voyage, elle est prisonnière là-dedans, donc c'est très très dur pour elle. En plus l'élément de l'eau lui manque beaucoup quand même, donc elle prend beaucoup de bains, et puis elle va se rendre compte surtout que eh bien il y a toute une intrigue en fait par rapport aux jeunes filles qui sont passées avant elle en tant que fiancées finalement, et puis potentiellement reines. Donc voilà, il y a pas mal de choses, les intrigues sont plutôt bien menées et le premier tome m'a plutôt bien convaincue, au point justement où du coup eh bien je voulais lire le tome 2 directement au mois de juillet, ce que nous avons fait du coup comme je vous l'ai précisé, et là ça a été quand même beaucoup moins bon, je dois l'admettre. Pourtant, honnêtement, au début ça se présentait plutôt pas mal, c'est-à-dire que l'action faisait que on s'ennuyait pas, et j'ai bien aimé que finalement on voie du paysage, mais j'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop redondant sur certaines choses, notamment la romance, voilà. J'ai pas trop compris les choix de Nor sur certaines choses, j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage qu'on n'allait pas au bout des choses, et la fin m'a laissé un peu de marbre en fait. Je pense qu'au bout d'un moment j'en avais un petit peu marre et j'avais un petit peu décroché de l'histoire, ce qui est dommage parce que j'étais plutôt bien embarquée au début avec le tome 1, et finalement le tome 2 m'a un peu laissé bof bof. Surtout qu'en fait il y a des personnages secondaires dans le tome 1 qui sont quand même assez importants pour Nor, et en fait dans le tome 2 on les revoit plus jamais, on sait pas du tout ce qu'ils sont devenus, ou alors on les voit en coup de vent alors que c'était censé être des personnages qui comptaient pour notre héroïne. Donc pareil, par rapport à ça, j'ai trouvé que c'était un peu dommage et que l'autrice avait quand même fait des choix beaucoup trop faciles pour beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses qui étaient prévisibles en fait, et c'est un peu dommage. C'est vrai que ça me frustre de plus en plus quand j'arrive à deviner ce que l'autrice a en tête, parce que j'ai plus d'éléments de surprise et donc du coup je sais ce qui va arriver. Alors c'est vrai qu'il y a un petit côté satisfaisant et du coup on est content d'avoir bien deviné, mais il y a des choses où je suis pas contente d'avoir deviné parce que c'est pas du tout ça que je voulais. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai capté la fin, mais c'est pas cette fin là que je veux, donc du coup ça me saoule un peu aussi. J'avoue que c'était un peu ça, donc un peu déçue de cette duologie. Franchement je pense pas qu'elle va me rester en tête très très longtemps, d'ici quelques mois je l'aurai oubliée à mon avis, elle m'a pas du tout marqué. C'est sympa, l'univers est sympa, mais honnêtement il y a beaucoup mieux dans le genre. Voilà. Tout récemment d'ailleurs j'ai lu aussi People We Meet on Vacation de Emily Henry. Je suis contente de l'avoir lu parce que je voulais absolument le lire avant la fin de l'été. Je me suis dit ouais ça se passe en été, ils font des voyages etc, faut vraiment que je lise avant fin août, et ça a été ma dernière lecture d'août, donc on est passé à ça de la catastrophe. Alors que dire de cette romance? Je sais que vous êtes très nombreux et nombreuses à l'avoir appréciée, d'ailleurs c'est indiqué dessus, c'est un phénomène TikTok. Il y a eu un boom en fait par rapport à cette romance
romance. J'admets que ça m'a un peu titillé, je me suis dit ah il y a peut-être de quoi faire, parce que la dernière fois que j'avais vu un petit macaron comme ça avait été pour The Love Hypothesis et ça l'avait fait avec moi. Donc du coup je m'étais dit ah il y a peut-être quelque chose à faire et ça a été un flop. Voilà, alors c'était pas une mauvaise lecture, franchement c'était pas une mauvaise romance, mais il y a plein de petits trucs qui ont fait que j'ai pas passé un aussi bon moment que ce que je m'imaginais malheureusement. C'est une histoire en fait d'amour où on va suivre Poppy et Alex qui se connaissent depuis à peu près 12 ans hein, quand le roman commence. C'est des meilleurs amis de très très longue date qui se sont rencontrés lors de leur première année de fac. Et tout de suite ce qu'on comprend c'est que Poppy et Alex au début du roman ils sont en froid depuis 2 ans et on sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui s'est passé entre eux. On se fait une théorie, une petite hypothèse qui reste dans le coin de la tête, mais voilà, on ne sait pas exactement et on se dit qu'on finira bien par le savoir. Effectivement, on se le sait au bout d'un moment, hein, je vous rassure. Mais du coup ils sont en froid et au début du roman Poppy en fait elle est en manque de son meilleur ami, elle a vraiment besoin de l'avoir dans sa vie et en plus ils avaient comme habitude tous les étés de partir ensemble pour un petit voyage, en fait un petit break comme ils l'appellent et ils passaient d'excellents moments. Alors au début en fait de leur petite habitude qu'ils ont pris tous les ans, ils partaient aux États-Unis parce qu'ils sont des États-Unis. Et en fait du coup vu qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ils partaient en vadrouille à droite à gauche, pas forcément dans des villes très très loin mais au moins ils s'aéraient, ils allaient voir du paysage, ils faisaient des trucs, enfin voilà. Et ça a été une habitude et petit à petit leur amitié s'est renforcée par rapport à ça. Et en fait dans le livre eh bien on va avoir des chapitres dans le présent et des chapitres dans le passé où eh bien le premier flashback va se passer il y a 12 ans pour qu'on comprenne un petit peu leur amitié et en fait on va remonter comme ça, donc on va faire 11 ans avant, 10 ans avant, 9 ans etc. jusqu'à comprendre ce qui s'est passé du coup il y a 2 ans. Et là où j'ai déjà eu un petit problème et où je me suis dit au début du moment ouh ça va être compliqué, c'est que j'ai pas du tout adhéré au personnage de Poppy. Mais alors pas du tout, et vu qu'on ne suit que son point de vue, ça a été très compliqué pour moi. Poppy c'est une personne qui est hyper dynamique, tout le temps dans le mouvement, tout le temps dans le voyage, tout le temps il faut qu'elle s'occupe, qu'elle fasse des choses, etc. C'est quelqu'un qui a plein d'énergie et que je respecte totalement, et c'est quelqu'un qui aime faire la fête, qui aime beaucoup boire, qui aime s'éclater, qui est hyper sociable, qui a cette énergie en elle et cette flamme de vie même j'ai envie de dire, que je trouve absolument incroyable mais qui moi me rend très anxieuse en fait parce que je suis à l'opposé d'elle. En fait si vous voulez moi je suis Alex dans ce roman, voilà je suis le personnage masculin principal parce que Alex c'est quelqu'un complètement à côté. Normalement il est plutôt casanier, il aime bien rester chez lui, il aime ses habitudes, il a comme inspiration de vie de se marier, d'avoir des enfants, de mener une petite vie sympa, de s'acheter une maison, vous voyez des trucs un peu simples mais voilà, objectif tout à fait honorable j'ai envie de dire, et je me suis beaucoup plus retrouvée en lui que dans Poppy qui est l'extrême opposé de ce que je suis moi, et c'est ok, il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais j'ai toujours du mal en fait du coup à m'attacher à des héroïnes qui sont pas du tout comme moi niveau caractère et même au niveau humour. Enfin j'adhère pas du tout à son humour en fait, c'est à dire que elle pour passer une bonne soirée il faut absolument qu'elle picole à mort et tout, et c'est pas trop moi. Voilà, donc après j'ai capté le personnage, j'ai vu comment elle était, je me suis dit bon d'accord c'est pas grave machin. Et puis l'histoire passe en fait et vous savez cette petite intuition où vous vous êtes dit ah je pense qu'il y a 2 ans il s'est passé ça, et ben c'est ce que j'ai eu comme ce qui se passait durant ma lecture, et en fait j'ai été déçue de constater que leur amitié a pris fin pendant 2 ans à cause d'une histoire stupide que j'avais devinée. Voilà, en fait c'était hyper prévisible. C'est une romance donc je lui demande pas non plus de me surprendre à chaque page, on est d'accord sur ça. Mais franchement ça manquait quand même un peu de piquant, de mordant, un peu d'humour. Je les ai trouvés très mignons par contre, c'est vrai que la construction de la romance est super bien faite, ils sont adorables, je veux dire, ils forment un duo hyper attachant, mais il y a quelque chose qui a fait que je suis pas rentrée dedans, j'avais pas des papillons dans le ventre, je me suis pas dit oh là là j'ai trop envie de savoir ce qui va se passer et tout. Vous savez un petit peu comme vous lisez des romances, vous avez ce besoin de savoir, de lire les chapitres et d'avoir des papillons dans le ventre quand ils vont s'embrasser et tout. Moi j'ai été mais complètement indifférente à ce qui leur arrivait malgré le fait que je les trouvais tout à fait adorables, là n'est pas la question. Donc du coup une déception, je dois l'admettre, je m'attendais à être beaucoup plus zappée et franchement j'ai un peu déçue.
Voilà. Durant mon été, j'ai aussi lu l'épopée de Thaïs, le premier tome qui s'appelle La traversée des épreuves de Féline Grey. C'est un livre en auto-édité que l'autrice m'a très gentiment envoyé et que du coup je lui avais dit que je le lirais assez rapidement durant mon été, c'est ce que j'ai fait. Je trouvais que le thème principal était super cool, c'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, on va suivre Thaïs qui souhaite absolument faire partie de l'armée en fait, sauf que malheureusement on est à une époque assez reculée, hein. On peut aller jusqu'à la Grèce antique, hein. Et les femmes ne sont pas acceptées en fait dans l'armée, les milices, etc. parce que bah, c'est des femmes, hein, tout simplement. Et elle va, notre héroïne Thaïs, se mettre un peu dans le caca, c'est-à-dire qu'à force de forcer en fait, et forcer pour parler à un supérieur, et bien celui-ci va lui dire ok, tu veux absolument venir dans l'armée? Très bien, il n'y a pas de problème, tu vas passer des épreuves. Et si tu réussis les épreuves, tu pourras venir. Mais sinon, eh ben, tu meurs. Voilà. Donc du coup, bah, Thaïs, elle se dit bon, d'accord, bah ok, parce que c'est son rêve en fait, donc du coup elle fonce. Et il y a pas mal d'épreuves qui se succèdent. Des épreuves d'ailleurs qui font penser, et c'est ce qu'elle dit dans son résumé, aux 12 travaux d'Hercule. Alors on va pas jusqu'à 12 épreuves, ce que je trouve très dommage, j'aurais bien aimé qu'on ait beaucoup plus. Mais il y en a quand même pas mal, on s'ennuie pas, c'est bourré du coup d'action, hein, vous vous en doutez. C'est très féministe aussi comme essai, ce que j'ai apprécié. J'ai aussi beaucoup aimé la plume de l'autrice, je dois l'admettre, j'ai trouvé que c'était très beau la manière dont elle écrivait, j'ai accroché tout de suite à la plume, j'ai pas eu de problème avec ça. Par contre j'ai eu du mal en fait à rentrer dans le livre. Alors je ne sais pas ce qui a fait ça, parce que sur le papier il avait tout pour me plaire, mais je me suis pas attachée en fait au personnage malheureusement. Peut-être parce que bah, j'ai trouvé peut-être que Thaïs était trop protégée finalement. Alors il lui en arrive hein, des choses, hein, c'est pas du tout le problème, mais on sait en fait comment ça va se terminer plus ou moins en fait. Quand on commence le livre, on se dit bah oui, elle va sûrement faire des épreuves et du coup bah les premières épreuves on se dit qu'elle va les réussir, sinon il n'y aurait aucun intérêt. Donc peut-être que à cause de ça, j'ai eu du mal à rentrer dedans, peut-être, je sais pas. Après, il y a eu des personnages secondaires que j'ai trouvé super, notamment Hippolyte en fait, qui est un petit peu comment je pourrais le qualifier, on va dire l'ange gardien, on va dire, de Thaïs, plus ou moins, même si au début leur relation est pas du tout comme on l'entend. Ça va être un homme qui est plus âgé qu'elle en fait, et qui va... Alors au début, en fait, il est chargé, si vous voulez, de mener à bien les épreuves de Thaïs et de l'emmener un petit peu partout sur le pays pour qu'elle réussisse ses épreuves. Et au début, il a pas envie de faire ça en fait, ça le saoule totalement, et il lui fait bien comprendre, et au final... il s'attache à elle en fait, et il y a une espèce de relation, je dirais pas père-fille, mais un peu quand même. Et j'ai beaucoup aimé ce personnage secondaire, il était plein de surprises, il y a plein de choses où je m'attendais pas du tout. Par contre il n'y a pas de romance dans ce premier tome, bien que je vois venir la romance dans le deuxième tome, que je lirai, hein, ça c'est certain. J'ai bien aimé hein, franchement, mais c'est vrai que je suis pas rentrée dedans. Alors est-ce que c'est parce que c'est peut-être trop introductif et parce que je savais d'ores et déjà où l'autrice allait nous emmener. Alors j'ai eu quelques petits rebondissements à la fin, des choses que je m'y attendais pas du tout. Mais je vous dirai pas quoi parce que j'ai pas envie de vous spoiler bien évidemment, mais il y a des trucs où j'ai été très surprise sur la fin, et il y a d'autres choses qui m'ont pas vraiment surprise en fait, mais j'ai aimé le côté féministe, le côté girl power, le côté il faut prendre en fait son destin en main, et c'est ce qu'elle a fait Thaïs, et pour ça ça m'a plu. J'ai pas eu le coup de cœur que je m'attendais à avoir, c'était plutôt pas mal, et du coup bah, je lirai la suite, voilà. Allez, on retourne avec une duologie que j'ai lue, cette fois avec mes petits Patreon. Il s'agit donc de Chasseurs de flammes, le tome 1 et le tome 2, c'est des sacrées bricasses, de du coup Hafsa Faisal. J'espère que je le dis bien parce que je sais pas du tout comment on le prononce, donc j'espère que je suis pas à côté de mes pompes là quand je le dis, voilà. Alors c'est une duologie qui est parue chez Deux Saxus. Je vais juste prendre le premier tome parce que c'est un petit peu lourd. Donc c'est une duologie qui est parue chez Deux Saxus, qui est donc une fantaisie orientale. J'admets très volontiers que l'été, j'aime beaucoup lire ce genre de roman, donc à savoir les fantaisies orientales ou maritimes, mais je reviendrai sur ça un peu plus tard. Et dans ce premier tome, nous allons suivre le point de vue de Zafira, qui est donc une jeune femme qui vient d'un village dans le sud en fait de notre contrée qu'on va suivre, qui est un village dans la neige, hein, tout simplement. Il n'y a que des tempêtes de neige et tout, enfin ils ont un temps... terrible là-bas, suite à une malédiction en fait qu'ils ont eue.
et il y a une grande forêt en fait qui fait le tour du territoire et du domaine qu'on va suivre, et cette forêt en fait est une malédiction, et le fait d'y mettre les pieds, bah vous allez soit en ressortir complètement fou, soit vous en ressortez jamais en fait. Et Zafira arrive à aller dans cette forêt, se faire passer pour un homme, donc le chasseur, et en fait eh bien elle va chasser dans cette forêt, elle ramène à manger pour son peuple, et du coup eh bien elle sauve son peuple plus ou moins, hein, on va dire quand même. Du coup son peuple ne meurt pas de faim grâce à elle. C'est un peu une légende quand même, non seulement eh bien, dans sa contrée, mais aussi à droite à gauche où il y a des échos sur ce chasseur qui peut aller dans cette forêt qui s'appelle Lars et qui peut en ressortir vivant. En fait c'est incroyable, donc du coup bah elle est un petit peu connue, mais elle est obligée de se cacher parce que les femmes dans sa contrée à elle en tout cas, eh bien n'ont pas tellement voix au chapitre. Les femmes sont censées être des femmes, hein, on s'entend sur ça, voilà, je pense que vous avez tout à fait compris où je veux en venir. Donc c'est les hommes qui sont au pouvoir, c'est les hommes qui sauvent tout le monde, qui chassent, qui sont merveilleux et tout, donc voilà, elle a pas trop le choix en fait, hein, notre chère Zafira. Et de l'autre côté, nous allons suivre Nassir, qui est le fils du sultan, le sultan qui est donc un tyran et un monstre aussi, clairement, et qui envoie en fait son fils tuer tous les gens qu'il décide de tuer en fait. S'il y a des gens qui contestent son autorité, il envoie son fils, bon allez tu vas les tuer, etc. Et son fils en fait il a pas le choix parce que eh bien il craint son père, hein, déjà, premièrement, et il a, depuis qu'il est tout petit, l'envie de lui faire plaisir en fait c'est plus fort que lui. Il y a quand même une certaine psychologie assez macabre derrière, on s'en rend compte en fait quand on suit le point de vue de Nassir. Il déteste son père mais il peut pas s'empêcher en fait eh bien de lui obéir, surtout qu'une fois il lui a désobéi, il y a eu des conséquences désastreuses, pas pour lui mais pour des personnes qui l'aimaient bien en fait. Donc en fait c'est un personnage qui est très solitaire, il est vraiment coupé du monde entier parce que bah, dès qu'il a des attaches en fait le sultan s'en sert pour faire pression sur lui, mais on voit que il se considère comme un monstre, il se considère comme quelqu'un de maléfique, de méchant, de faible et tout, alors qu'on se rend compte au fur et à mesure de l'histoire que c'est pas du tout ça, mais bon, c'est une autre histoire. Et en fait, ces deux personnages vont avoir leur destin lié parce que ils vont avoir l'opportunité tous les deux d'aller sur le centre en fait d'une île qu'il y a sur le grand territoire qu'il y a sur Arawiya en fait. Il y a une île en fait qui est en plein centre. C'était une île avant qui était gardée par une déesse où il y avait plein de prisonniers et de créatures magiques et qui est tombée en ruine en fait il y a à peu près 1 ou 2 siècles, je me souviens plus très bien. Et ils ont la possibilité en fait d'y aller pour restaurer la magie et sauver du coup eh bien, tout le monde, parce que si la magie n'est pas restaurée, eh bien il se peut que les malédictions qu'il y a dans chaque petite contrée persistent et soit la fin en fait de Arawiya. Donc du coup ils ont pas tellement le choix. Ils vont devoir faire équipe une fois sur place. Il y a d'autres personnages qui vont se mêler en fait à leur petit groupe, des personnages secondaires qui sont absolument attachants. Je vais parler notamment de Altaïr qui est un général qui va faire équipe avec Nassir, c'est le général du sultan, et en fait tous les deux ils ont des caractères diablement opposés mais ils sont hyper attachants. Enfin j'ai adoré les suivre. Honnêtement le premier tome était plutôt une bonne lecture, j'avais bien aimé l'univers, je trouvais qu'il était plutôt bien construit. Il y a une romance dans cette histoire, c'est une slow burn, mais je vais y revenir plus tard. Et bref, honnêtement le premier tome m'a beaucoup plu, j'ai aimé tout ce qui se passait de manière générale. Et le deuxième tome que j'ai lu toujours avec mes petits pattes-pattes, hein, on fait des lectures communes comme je vous le disais, le deuxième tome a été une grosse déception. Ouais, je pense que je peux le dire, le deuxième tome a été une grosse déception. En fait j'ai trouvé qu'il y avait énormément de longueur. Alors déjà il est plus gros que le premier tome et je trouvais qu'en fait il se passait pas grand chose, hein. C'est vraiment en termes d'action c'est très limité. J'ai été très déçue de la fin qui par contre elle a été lancée comme un boomerang à 400 km/h. Et la romance, mon dieu. Les amis, vous savez que j'aime bien la slow burn, vous le savez, c'est une des sous-genres de romance que je trouve le plus sympa à lire, mais alors là, mais j'ai jamais vu une slow burn aussi slow burn que ça. Mais c'est incroyable de dire ça, mais je rigole pas, c'est-à-dire que même à la fin du tome 2, non,
c'était toujours pas conclu. Non mais au bout d'un moment, ça va 2 minutes quoi, j'en avais trop marre. Et à la fin du tome 2, il y a oui, mais non, mais non, mais oui. Et on perd au moins, je sais pas, 6 ou 7 chapitres comme ça. Mais c'était d'une longueur, j'en pouvais plus, au bout d'un moment j'avais envie de les tuer les deux, hein. J'en avais ras le bol. Donc très déçue honnêtement de la fin. Je suis un peu déçue. Il y a des choix de l'autrice que j'ai bien aimés. J'aurais aimé qu'en fait des personnages secondaires soient beaucoup plus mis en avant. C'est-à-dire qu'en fait dans le tome 2, il y a des personnages secondaires du premier tome qui ont droit à des chapitres. Et ça j'ai trouvé ça super, mais c'était pas assez à mon goût, enfin je trouve. Et en plus c'était pas tous les personnages secondaires qui ont une certaine importance et j'ai trouvé ça dommage parce que ça aurait pu un peu diversifier beaucoup plus les chapitres et encore une fois comme je vous le disais d'ailleurs pour De Perles et de Corail, ça permet je trouve de dynamiser quand même l'histoire et d'avoir plein de points de vue et donc du coup de se rendre compte de plus de choses je trouve. Un peu déçue par rapport à ça, donc le premier tome était plutôt bien et les deuxièmes tomes... non, grosse déception. Nous allons parler d'un livre qui m'a énormément émue. Il s'agit de Nos plus belles années de Clara Hérault. C'est une histoire contemporaine, donc qui se passe à notre époque, il n'y a pas de magie, rien du tout. C'est vraiment une histoire en fait, je trouve, sur notre société, en fait, plus ou moins, hein, c'est du young adult, donc voilà. Mais ça va surtout parler d'agression sexuelle et j'ai trouvé ce livre absolument éclatant de sincérité, vraiment génial, très très bien écrit. Il m'a fait énormément de peine, j'ai été à fond dedans, je l'ai trouvé sensationnel, vraiment c'était un super livre. Je le relirai pas forcément tout de suite parce qu'il bouleverse quand même pas mal. Voilà, les agressions sexuelles, hein, je pense que vous comprenez pourquoi. C'est un livre qui a quand même du coup pas mal de noirceur forcément, dû son thème. Mais il y a quand même aussi des bribes d'espoir, des belles notions dans ce livre que j'ai beaucoup aimé. On va suivre l'histoire de Jade et de Ambre. Toutes les deux sont des meilleures amies en fait et elles ont passé toute leur scolarité ensemble. C'est comme des sœurs honnêtement, elles s'adorent, ça fait des années que c'est comme ça entre elles. D'ailleurs elles sont voisines, hein, donc elles sont vraiment tout le temps ensemble. Et elles vont avoir donc leur bac et elles vont toutes les deux avoir une faculté à Lille et elles vont déménager du coup jusqu'à Lille en sachant que je crois qu'elles viennent de Bordeaux donc ça fait quand même très très loin. Elles sont très loin de leur famille, elles sont un peu isolées toutes les deux et elles ont à peine 18 ans et elles ont une indépendance qu'elles n'avaient pas avant, une indépendance folle en fait. Et au-delà de ça, c'est deux filles qui sont au niveau des caractères complètement opposés. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est complètement sociable, qui fait tout le temps la fête, qui aime sortir, qui est toujours dans l'extravagance, voilà. Et il y a une autre, l'autre est beaucoup plus finalement dans ses études, elle est très studieuse, elle est très casanière, c'est pas du tout son style de sortir, enfin c'est très compliqué pour la faire sortir, elle aime rester chez elle, chiller et surtout les études, c'est une première de classe, elle c'est les études et les deux, malgré ces caractères opposés, ont une relation absolument magnifique, une amitié mais très belle qui en inspirerait beaucoup je pense. Elles se serrent les coudes et pourtant avec cette première année en université dans une ville à des kilomètres et des kilomètres de chez elles, eh bien leur amitié va s'effriter petit à petit, sans compter qu'il va y avoir la présence d'un garçon qui va un peu tout bousculer entre elles, qui va mettre un peu le bazar hein, on va dire, et jusqu'à ce qu'il y ait d'ailleurs cette histoire d'agression sexuelle et on va suivre leurs deux points de vue et franchement il se lit tout seul mais il est dur mais il est très beau. J'ai adoré ce livre, j'ai adoré la plume de Clara Hérault. Je sais d'ailleurs qu'elle va sortir un nouveau livre en novembre je crois, en octobre, je sais plus, qui s'appelle L'effet boule de neige, toujours chez Hachette. Alors là par contre ça va pas du tout traiter des mêmes sujets, ça va être une petite romance toute mignonne je crois, que je lirai du coup parce que j'ai tellement aimé celui-là que j'ai envie de lire tous ces livres, vraiment j'ai adoré, j'ai trouvé qu'elle traitait le sujet mais tellement bien. Elle met aussi le doigt sur plein de faits de société, sur des choses hyper intéressantes, notamment du point de vue des jeunes. Vraiment j'ai adoré, ça parle d'études, ça parle de famille, ça parle d'amitié, ça parle de racisme aussi, ça parle d'inégalité entre les hommes et les femmes, ça parle de beaucoup de choses et c'était hyper intéressant et vraiment il y a beaucoup de messages dans ce livre là et quand vous le refermerez, si jamais vous le lisez, je pense que vous en aurez plein la tête et que ça vous laissera pas mal de sujets de réflexion à mon avis, voilà.
En juillet, j'ai aussi lu le tome 2 de Nevernight, cette grosse bricasse, tellement contente de retourner dans l'univers de Nevernight. J'aime tellement cet univers. Le tome 2, honnêtement, je ne pensais pas qu'il serait aussi bon et même meilleur que le tome 1. C'était un truc de ouf, franchement, le tome 2 était excellent. Alors, je vais pas trop rentrer dans le détail parce que c'est un tome 2. Simplement, si vous connaissez la série Spartacus ou que vous connaissez un peu Gladiator ou ce genre de choses, je pense que ça peut vous parler le tome 2. Moi je suis une grosse fan de la série télé Spartacus et j'ai eu l'impression d'être plongée dans la série télé Spartacus, ça m'a trop plu. Autant dans le premier tome, on allait suivre Mia dans une académie qui va lui apprendre à être une tueuse, autant dans le tome 2 en fait, on va la suivre en tant que gladiateur et c'était incroyable, il se passe tellement de trucs, il y a des rebondissements tout le temps, on s'ennuie jamais et puis l'univers, oh, incroyable, l'univers est fou quoi. Vraiment j'ai trop hâte maintenant de lire le tome 3 et de clôturer la saga et de savoir comment ça va se terminer, même si j'ai super peur honnêtement, parce que l'auteur il est hyper sadique quoi. Il protège pas du tout ses personnages, il en a rien à faire. Il leur fait vivre des vertes et des pas mûres comme jamais et il se passe toujours des trucs quoi. Franchement, si je peux vous recommander une saga de fantasy adulte un peu noire, je vous la recommande. Incroyable, franchement, c'est cette saga, surtout pour l'automne, lisez Nevernight, vous serez pile dans le thème. Vraiment c'est trop bien, moi j'aimerais beaucoup lire d'ailleurs le tome 3 avant la fin de l'année parce que là j'ai en plus le tome 2 dans la tête et la fin du tome 2, enfin je vous dis on est tout le temps avec des rebondissements. Pour vous parler brièvement du tome 1, on va suivre Mia en fait qui veut absolument devenir une tueuse, une assassin officielle pour l'église rouge qui en fait est une déesse de la nuit. Mia en plus a certains pouvoirs, si vous voulez, elle se fond dans l'obscurité, elle a des ombres et dans ces ombres elle a aussi un chat qui n'est pas vraiment un chat, on ne sait pas si c'est un démon ou autre, qui l'accompagne partout et qui la protège. Et elle veut absolument en fait rentrer dans cette église rouge et devenir tueuse pour se venger parce que eh bien, sa famille a été tuée entièrement et du coup elle veut se venger de ceux qui ont fait ça et qui ont trahi son père qui était quelqu'un de très important dans la société. Donc voilà grosso modo le pitch un petit peu du tome 1, mais c'est tellement plus que ça, il y a tellement de choses. Donc si un jour vous avez l'opportunité de lire cette saga, foncez. Tout à l'heure je vous ai parlé du fait que j'aimais bien lire des fantaisies orientales l'été et aussi des fantaisies maritimes. Ça n'a pas fait exception à la règle pour cet été puisque j'ai lu eh bien, le tome 1 de Fable mais aussi son tome 2. Adrienne Young qui a sorti cette duologie et ça a été une excellente lecture honnêtement. On n'est pas loin du coup de cœur. J'ai adoré cette duologie de fantasy maritime et je ne peux que vous la recommander. Je crois que c'est une des meilleures que j'ai lues, honnêtement, vraiment. Dans cette histoire en fait on va suivre Fable, c'est notre héroïne et ça fait des années qu'elle est coincée sur l'île de Jeval. Elle doit faire absolument confiance à personne sur cette île parce que c'est une île un peu de malfrats en fait, c'est là où les gens sont envoyés quand ils ont commis des atrocités et en fait pour survivre sur cette île c'est un peu les Hunger Games et elle y a tenu pendant des années notamment parce qu'elle a réussi à s'isoler, à être hyper maligne et puis pour s'en sortir plus ou moins elle a trouvé un marchand en fait à qui elle vend des gemmes qu'elle trouve sur l'île de Jevali en fait en plongeant parce qu'elle sait plonger et elle sait reconnaître en fait les gemmes et du coup eh bien grâce à ce marchand elle récolte de l'argent afin eh bien, de trouver un passeur qui pourrait la faire revenir dans les Goulets. C'est en fait c'est toute une côte en fait si vous voulez les Goulets où c'est la terre ferme hein, clairement et elle vient de là et en fait elle a été abandonnée il y a quelques années sur l'île de Jeval et au bout d'un moment eh bien elle décide en fait de fuir l'île de Jeval, d'aller voir ce marchand avec qui elle fait affaire qui s'appelle West et qui est donc capitaine de son navire. Et du coup ensemble ils vont prendre la mer et voilà, il y a toute une aventure qui va arriver. Je vous en dis pas trop parce que c'est vrai que moi j'en savais pas énormément sur ce livre là. Je savais que ça traitait notamment d'un sujet assez particulier qui est une relation eh bien père-fille en fait et c'est exactement ce que ça va être puisque Fable elle va chercher son père en fait et je l'ai trouvé
incroyable. La plume de l'autrice m'a complètement convaincue, j'ai adoré. Alors je pense que ça ira pas forcément à tout le monde parce que c'est une plume qui est beaucoup dans la description, c'est assez poétique quand même sur plein mal d'aspects, c'est très fluide mais elle prend le temps d'expliquer son univers. Moi ça m'a complètement happée, j'ai adoré, mais je sais qu'il y en a certains qui ont été un peu mitigés et qui se sont ennuyés en fait durant cette lecture. Moi c'est pas du tout mon cas, j'ai adoré, je me suis éclatée honnêtement et j'ai lu du coup le tome 2 parce que j'ai tellement aimé le tome 1 que j'ai demandé encore une fois à lire le tome 2. Alors pour vous remettre en circonstance, le tome 1 était la lecture commune des Doux-Pressifs Anonymes sur le mois d'août et du coup nous avons fait la lecture bonus encore une fois pour le tome 2 et franchement mais c'était trop bien quoi. D'ailleurs le tome 1 j'ai respecté les chapitres, bien que c'était très dur. Par contre le tome 2 j'ai absolument pas respecté, j'étais tellement dans l'histoire que du coup j'ai tracé, je crois que j'ai lu en 3 jours. Honnêtement je peux que vous recommander cette histoire, il se passe pas mal de choses, la romance dedans, incroyable, incroyable. C'est une slow burn et c'est une bonne slow burn, hein. C'est pas comme Chasseur de flammes, c'est vraiment une très bonne slow burn où on est vraiment happé dedans. J'ai eu des papillons dans le ventre là, laissez tomber, bref. J'ai adoré Fable. Elle est hyper maligne, elle est vraiment dans la survie. Elle arrive toujours à avoir des plans pour s'en sortir et tout. Et puis il y a des personnages secondaires aussi, notamment les membres de l'équipage de West, que j'ai trouvé génial parce que du coup c'était vraiment un truc avec une famille finalement dont Fable finit par faire partie au bout d'un moment, mais c'était génial, vraiment je vous recommande cette saga. J'ai pas d'autres mots à vous dire parce que j'ai pas envie de trop rentrer dans le détail pour pas vous spoiler, mais je vous assure que j'ai passé un excellent moment. Je peux pas vous dire grand chose de plus parce que voilà, mais les 2 tomes pour moi sont excellents l'un comme l'autre. La lecture commune au mois d'août avec mes petits Patreons, c'était Ces plaisirs violents de Chloé Gong et excellente surprise. J'avoue que bon, je l'avais acheté ce livre là bien sûr et en fait je savais juste que ça traitait en fait de gang et surtout d'une réécriture de Roméo et Juliette dans les années 20 à Shanghai et je m'étais dit ouais pourquoi pas, Roméo et Juliette c'est une histoire d'amour, ma foi classique, mais qui peut être assez sympa. Allez, pourquoi pas, soyons fous. Et quand cette lecture a été sélectionnée pour le mois d'août, quand les votes ont été faits, je me suis dit, allez, ok, pourquoi pas. Franchement, on se laisse porter. J'avais aucune attente par rapport à ce livre-là. Je savais simplement ce que je vous ai dit parce que j'avais pas lu grand chose de plus, j'avais même pas vu d'avis et je pense que c'est aussi pour ça que ça a été une aussi bonne surprise. Et honnêtement, ça a été une des meilleures lectures de mon été. Très franchement. Alors effectivement, comme je vous le disais, donc on va être dans les années 20 à Shanghai et c'est une année, enfin c'est des années même, hein, c'est même une décennie un peu compliquée parce que finalement à cette époque-là, alors l'autrice a vraiment repris des faits historiques, elle a créé après ses propres personnages mais elle a vraiment repris des faits historiques, ce que j'ai trouvé hyper intéressant en fait. Dans ces années-là, si vous voulez, Shanghai était vraiment au centre des attentions et de la part notamment en fait des grandes puissances, donc à savoir la France, l'Angleterre, le Canada et les États-Unis, bref, ils étaient un peu tous sur Shanghai et notamment la Chine qui voulaient tous un peu, entre guillemets, mes mots sont maladroits, mais coloniser en fait. Et pour ça, il fallait passer par Shanghai, qui à l'époque finalement était sous le joug des gangsters et des mafias en fait, hein, si vous voulez. C'était eux un peu qui géraient la ville. Et alors à l'époque, visiblement, il y avait vraiment 2 gangs hein, qui s'affrontaient. Et dans l'histoire, l'autrice va un peu reprendre ça, mais voilà, de manière beaucoup plus fictive. Il y a un gang, si vous voulez, qui est chinois, hein, chinois pur, qui va être la famille de Juliette. Il y a un autre gang qui vient de Russie et qui est la famille de Roméo, qui s'appelle Roma en fait dans l'histoire. Et quand on commence l'histoire, le premier truc qui m'a un peu étonnée, c'est qu'en fait finalement Roméo et Juliette se connaissent déjà, enfin Roma et Juliette se connaissent déjà, ont un passif ensemble et un passif visiblement relativement fort parce que ça a été tellement fort entre eux que les parents de Juliette ont décidé de la faire partir aux États-Unis pendant un moment, de l'expulser un peu afin qu'elle reprenne visiblement ses idées. Et ça m'a un peu surpris parce que je me suis dit ah oui finalement c'est pas exactement comme dans le livre là, donc du coup j'ai été agréablement surprise et finalement quand j'ai vu
les caractères des personnages, je me suis dit ouais ok d'accord, c'est inspiré de Roméo et Juliette mais très très loin, ce qui m'a plu hein, attention, parce que finalement les caractères sont incroyables. Juliette c'est une girl power, elle est badass au possible, elle tout ce qu'elle veut c'est reprendre finalement eh bien le gang de sa famille, reprendre la tête de sa famille qui est donc eh bien voilà, ses parents c'est ceux qui dirigent le clan si vous voulez, et ça fait plusieurs mois là qu'elle est revenue à Shanghai, elle a pas du tout revu Roma, elle gère ses petites affaires, enfin voilà, et en fait ils vont se recroiser parce qu'il va se passer quelque chose, et ça on le sait dès le premier chapitre, je ne vous spoile pas, mais en fait il va y avoir l'apparition très étrange d'un monstre. Voilà, on n'en sait pas plus. Il y a un monstre qui va apparaître sur les quais et qui va s'en prendre non seulement à des gens du clan de Juliette, mais aussi à des gens du clan de Romain. Et à partir de là, eh bien, on va se rendre compte que, eh bien, une espèce d'épidémie qui rend complètement fou les gens et qui s'en prend notamment aux gangs. Et du coup, eh bien, tous les deux vont devoir faire équipe en secret. Parce que voilà, hein, leur famille se déteste, pour essayer de comprendre ce qui se passe, et du coup il va y avoir une enquête et aussi une course contre la montre parce qu'il y a une épidémie qui est en route, et j'ai trouvé ça génialissime. Je m'y attendais absolument pas, je savais pas du tout qu'il y aurait une épidémie, je savais pas du tout qu'il y allait avoir une espèce d'enquête finalement, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, franchement c'était trop bien. J'ai passé un excellent moment de lecture, c'était hyper haletant, on a toujours plein d'hypothèses, un peu comme quand vous lisez un thriller en fait, vous dites ah c'est lui le tueur, ah non en fait c'est lui, ah en fait c'est ça, c'est pour ça qu'il y a une épidémie, et en fait j'ai eu plein de théories qui étaient toutes fausses, et la fin est géniale en fait, et j'ai été hyper surprise, et c'est ça qui m'a plu, c'est que non seulement j'ai été à fond dans le roman tout le long, j'étais vraiment mais happée encore et encore et encore, je dévorais les pages, avec en plus cette histoire d'amour qui est en prime que j'ai trouvé vraiment super bien faite, mais en plus à la fin j'ai été surprise par beaucoup de choses et ça m'a beaucoup plu, et j'ai très hâte du coup de lire le tome 2 et voilà, de voir comment ça va se terminer parce que c'est une duologie. Après je sais qu'il y a d'autres tomes que l'autrice a écrit, mais je crois que c'est des spin-offs ou des trucs comme ça. Tout ça pour vous dire de lire ce roman parce que vraiment il était génial et vraiment une des meilleures lectures que j'ai eues cet été. J'ai eu pas mal de déceptions ou de mini-flops comme vous pouvez le voir, mais celle-là, ça n'a pas du tout été le cas, c'était vraiment génial. Je vais vous présenter la dernière duologie que j'ai lue cet été. J'ai encore 3 livres à vous présenter, donc il y a une duologie, un autre livre que je vous présente après. La duologie que j'ai lue cet été, honnêtement c'était pas vraiment prévu au programme parce que je l'ai reçue de la part de la maison d'édition. Et puis je me suis dit bah ça se passe en été donc pourquoi pas. Donc en fait j'ai lu Nous les menteurs, et j'ai lu bien évidemment Famille de menteurs. J'avais reçu en fait, je crois en juin, si je dis pas de bêtises, Famille de menteurs donc de E. Lockhart. Et j'avais jamais lu Nous les menteurs, et on m'avait dit surtout ne lis pas le résumé derrière ici parce que ça spoil tout Nous les menteurs, enfin donc surtout ne lis pas le résumé, ne lis pas la première page et achète-toi Nous les menteurs. Ce que j'ai fait, du coup je me suis acheté Nous les menteurs sous vos précieux conseils parce que j'avais cru comprendre que c'était un excellent roman et que c'était un espèce de thriller avec des adolescents qui passent en fait l'été, enfin tous les étés sur une île, donc généralement ils sont tous entre cousins, il y a des amis des cousins, enfin voilà. Et dans cette histoire là, on va suivre notamment Cadence, on sait pas trop au début du roman ce qui s'est passé, on sait juste qu'en fait il y a eu un accident en fait sur l'île où elle a passé ses vacances il y a 1 ou 2 ans. Et depuis cet accident, en fait, elle a des migraines, elle se sent pas bien, elle est à 2 doigts de vomir, elle sait plus ce qui s'est passé, enfin c'est très compliqué pour elle et du coup bah, sa mère ne veut pas qu'elle retourne sur cette île pour aller voir ses cousins et tout, donc elle passe 1 année, 2 années sans aller sur cette île et puis au bout d'un moment elle pète un câble parce que du coup elle a pas vu ses cousins depuis un certain moment, elle est dégoûtée donc du coup elle aimerait beaucoup y aller. Et pas que ses cousins d'ailleurs parce qu'il y a des amis de ses cousins dont un garçon, n'est-ce pas? Et quand elle va y retourner du coup, eh bien les choses ont changé en fait sur l'île, c'est plus exactement comme dans son souvenir. Et puis en plus elle essaie de se rappeler ce qui s'est passé en fait il y a 2 ans parce qu'elle a été quand même retrouvée dans l'eau, gelée, avec une blessure à la tête. Et du coup elle sait pas ce qui s'est passé et personne ne lui dit, personne ne veut lui dire, donc elle essaie de retrouver ses souvenirs, elle interroge ses cousins etc, elle sait pas du tout et du coup nous on la suit en fait quand elle est là-bas et en fait moi je me suis fait 10 000 théories et la fin, mais j'ai pleuré. Alors je pensais pas que j'allais pleurer parce que c'est un thriller, mais j'ai pleuré les amis, incroyable.
j'ai été hyper surprise de la fin. Alors s'il vous plaît, si vous avez lu ce livre, ne dites rien, d'accord? Je pense que les gens ont le droit comme moi en fait, de ne pas se faire spoiler, de découvrir ça parce que c'est vraiment un phénomène en fait. Je comprends du coup pourquoi c'est un phénomène TikTok le truc, parce que pour moi, waouh, ça a été une excellente surprise. Moi j'ai rien vu venir. Alors après sur Instagram, il y en a beaucoup qui m'ont dit oh, c'était prévisible et tout. Ah bon? Mais moi j'ai pas du tout trouvé que c'était prévisible. Pour prévoir ça, faut être super doué. Enfin genre, moi j'ai jamais vu ça arriver. Enfin j'ai trouvé que le livre était génialissime. Donc comme thriller, drame familial, franchement, lisez-le, il est exceptionnel. Et du coup, forcément, j'ai lu la suite. Parce que j'ai lu le tome 1, ça m'a complètement dévastée, je me suis dit je vais lire la suite. Et en fait la suite est un spin-off qui se passe bien des années auparavant, parce qu'en fait là on va suivre des adolescents finalement de notre époque et ils ont tous leur maman en fait, voilà, qui sont des sœurs, et en fait là on va suivre les sœurs. Donc durant l'été, je sais plus, des années 60 ou 70, je sais plus. Mais c'était super bien aussi, alors j'en dis pas plus, mais c'est aussi une enquête en fait. Et là c'est d'autres choses qui sont mis en fait en avant. Et franchement j'ai adoré. J'ai adoré les deux romans, j'ai passé un excellent moment de lecture. J'ai préféré Nous les menteurs, mais j'ai beaucoup aimé quand même Famille de menteurs. Et je trouve qu'à la fin, à chaque fois en fait, il y a une reconstruction de fait, il y a un truc que l'autrice fait et je trouve ça génial. Et je sais pas si elle a écrit d'autres livres, je pense que oui. Et du coup j'aimerais beaucoup les lire parce que j'ai adoré ces deux-là. Et du coup je pense très honnêtement que j'aimerais beaucoup ces autres livres, donc à surveiller. Et du coup je vais vous parler de ma dernière lecture de cet été, à savoir Love on the Brain de Ali Hazelwood. Je vous en avais déjà parlé dans les 5 livres où j'attendais énormément de ces lectures là. Je vous remets la vidéo juste ici, je l'ai publiée cet été. Et pour rappel, il faut savoir que j'ai lu The Love Hypothesis avant et que The Love Hypothesis a été un énorme coup de cœur. Alors attention, c'est deux romances qui n'ont absolument rien à voir, c'est juste des romances qui se passent dans le milieu scientifique. Et autant The Love Hypothesis a été un énormissime coup de cœur, autant Love on the Brain a été une bonne lecture, mais beaucoup moins que The Love Hypothesis. Et j'ai été assez surprise en fait. Je ne sais pas si j'avais lu en fait Love on the Brain avant, est-ce que j'aurais préféré Love on the Brain ou pas? Je ne sais pas. Je sais pas si c'est parce que je me suis habituée au style de l'autrice, mais je pense pas. Ou si c'est l'histoire vraiment et les personnages qui ont fait que, je sais pas. Mais en tout cas, je peux pas vous expliquer pourquoi The Love Hypothesis a pour moi sa préférence, parce que les deux étaient quand même très bons, je dis pas le contraire, mais j'explique pas en fait ce que j'ai ressenti avec The Love Hypothesis, très honnêtement. C'est une histoire qui va se passer à la NASA. On va suivre Bee en fait, qui a pour rêve de travailler à la NASA, et ce rêve en fait va un peu venir à jour clairement, parce qu'elle va se voir proposer un poste temporaire pour une mission et elle va l'accepter tout de suite. Elle va être trop contente, sauf que ça va pas exactement aussi bien se passer que ça, parce que dès les premières semaines où elle arrive, eh bien elle va pas avoir son matériel, ça va être compliqué pour elle. Et en fait, elle va tout de suite penser que c'est à cause de la personne avec qui elle travaille, à savoir Lévi. Lévi qu'elle connaît déjà parce qu'ils ont eu des rapports en fait à la fac, des rapports éloignés, je tiens à le dire, parce que Lévi en fait a toujours été très froid avec elle, toujours distant, et il a jamais eu de contact physique avec elle, il lui a jamais parlé, il a toujours été froid, méprisant. Et Bee en fait... elle va être dégoûtée de devoir travailler avec lui. En fait, elle est persuadée que lui, vu qu'il ne veut pas travailler avec elle, il fait tout pour qu'elle soit virée en fait. Et du coup, elle va essayer de s'en plaindre à droite, à gauche. Mais Bee, c'est pas quelqu'un de féroce, on va dire. C'est quelqu'un de très gentil, qui veut pas attirer des ennuis aux gens. Elle a quand même le cœur sur la main et tout, donc c'est un peu compliqué. Mais au fur et à mesure, l'histoire va s'arranger et on va se rendre compte que le point de vue de Bee était quand même assez biaisé. Donc voilà, c'est une très bonne romance qui m'a fait beaucoup rire. J'adore la plume de Ali Hazelwood parce qu'elle a ce petit piquant à chaque fois avec ses héroïnes qui me fait hurler de rire. J'ai énormément rigolé, j'ai passé un très bon moment, mais malgré tout, la romance était moins savoureuse. Bien, je dis pas le contraire, mais moins savoureuse, moins pétillante que The Love Hypothesis. Voilà, après j'ai quand même passé un très bon moment. Je pense que c'est des romances qui peuvent se relire mais hyper facilement. Comme d'habitude en plus, Ali Hazelwood a mis le doigt
sur la différence entre les hommes et les femmes dans le milieu scientifique. Encore une fois, pas mal d'injustices et j'ai trouvé ça vraiment très très bien fait et j'aime beaucoup ces personnages aussi qui sont très atypiques, qui sont très attachants pour le coup, donc une très bonne lecture. Voilà du coup pour mes lectures de cet été. Merci si tu es encore là en train de regarder la vidéo parce que je pense que ça a duré un petit moment, je m'en excuse. En tout cas j'espère que tu as passé un très bon moment en ma compagnie. Je suis très curieuse de savoir quel livre toi tu as lu aussi cet été, donc n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça me fera très plaisir. Puis pareil, si tu as un avis sur certains des livres que j'ai présentés, n'hésite pas aussi parce que c'est toujours hyper agréable en fait de discuter et de savoir si on a les mêmes avis ou pas, j'aime bien, donc voilà. Je te fais de gros bisous, je te souhaite d'excellentes lectures et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.